C'est parti, je vous propose de commencer ce nouveau Café des Lyonnes en direct des locaux de l'Asvel avec Marie-Sophie Obama, qui est basketteuse professionnelle évidemment, et puis surtout la patronne aujourd'hui de l'équipe féminine de basket à Lyon, voilà l'Asvel, et qui nous fait le plaisir de nous accueillir pour qu'on puisse parler de l'engagement des femmes dans le débat public, comme on le fait depuis plusieurs semaines, avec la particularité aujourd'hui d'aborder la question du sport de haut niveau, et puis de la question des clubs sportifs, puisque l'Asvel est une très très belle équipe, en tout cas la meilleure, puisque c'est l'équipe lyonnaise, on le sait. C'est pas vrai tous les ans, mais a priori on truste le haut du podium. Ouais. Exactement. Voilà, donc on est en direct de ces bureaux, de vos locaux. Bonjour Alexandra. Marie-Sophie. On voulait vous poser la question tout simplement de l'engagement des femmes dans le débat public. Pour vous, c'est quoi être une femme engagée? Et est-ce que vous vous sentez être une femme engagée? Alors, bonjour à tous. Est-ce que je me sens une femme engagée? Oui, parce que je ne sais pas faire autrement. Donc, est-ce que c'est une chance ou pas? J'en sais rien. Je pense que dans la société dans laquelle on a la chance de vivre, parce que il faut se le dire quand même si tout n'est pas rose, on a la possibilité de faire, d'aller, de voter, de travailler, tout ça, et donc on se doit. Enfin moi, c'est tout le sens en fait de ma démarche quand j'ai accepté le job, c'était de me dire qu'il fallait sortir un petit peu de toute cette espèce de cage dans laquelle parfois on se laisse enfermer, pour faire ce pas en avant et prendre la parole et puis porter les sujets auxquels on croit. Donc c'est quoi être une femme engagée? Je pense que c'est une femme qui ose et qui ose porter ses combats en fait, et exprimer ce qu'elle ressent et ne pas avoir peur de l'après, tout simplement. Et qu'est-ce que vous avez le sentiment d'apporter à travers cet engagement, peut-être à votre équipe tout simplement aujourd'hui, parce que vous avez une équipe de filles que vous managez? Alors ouais, même si dans mon job moi je manage pas directement le sportif, je gère l'entreprise en fait, qui est le club de sport, avec j'ai une directrice sportive que je manage et qui manage à son tour les équipes. La question, pardon Alexandra, j'ai perdu le fil, mais la question c'est qu'est-ce que vous avez le sentiment d'apporter à cet engagement? Est-ce qu'il y a une particularité? Je sais pas. En tout cas, ce que j'essaie de dire et de faire passer comme message, parce que je trouve que c'est vraiment très très important. On est tous très nombreux sur Terre, mais nous sommes des êtres uniques, et c'est important que chacun puisse apporter ses qualités, mais aussi ses défauts, fasse rayonner sa singularité en fait, parce que c'est ce qui fait que les équipes sont complémentaires, que les forces des uns compensent les faiblesses des autres, et qu'on arrive à une force collective qui est totale, quoi. Donc voilà, moi c'est vraiment le message que j'essaie de faire passer, que les gens et que les filles, parce que c'est vrai que j'ai majoritairement des filles dans mon club, soient elles-mêmes, et voilà. Et mais il y a peut-être aussi une émulation, parce que vous êtes tout le temps avec finalement l'Asvel des garçons. Donc il y a les deux équipes un peu en parallèle. Est-ce que ça se ressent? Est-ce qu'il y a une petite compétition entre les deux? Non, pas vraiment. Comme dans une famille, quoi. Un frère et une sœur, mais non, pas vraiment. On est plus on se soutient vraiment les uns les autres, parce que c'est pas facile, encore plus dans la période de porter des objectifs sportifs après avoir été confronté au Covid et ne pas pouvoir offrir de sport de haut niveau. C'est ça, il n'y a pas de gestes barrières, donc il y avait des tests plusieurs fois par semaine, des cas de Covid, donc le fait d'être affaibli physiquement, et c'est compliqué parce que justement ce capital physique fait que on performe ou pas, et d'être surtout privé du public, quoi, de l'âme même de ce que l'on fait. Donc on est vraiment plus la main dans la main et à essayer de se soutenir, de se porter. Il n'y a pas vraiment de rivalité entre nous. Et ça, c'est chouette quand même, parce que c'est vrai que moi, j'ai la chance de pouvoir évoluer dans un environnement où la même place, où la même considération est accordée à la performance des filles. Celle des garçons. C'est génial. À peu près. Alors, quels sont les atouts, selon vous, des femmes dans le débat public? C'est un peu la question qu'on se pose de manière large, hein. C'est comment les femmes peuvent oser être plus présentes dans le débat public. Est-ce qu'elles ont des atouts
Est-ce que vous en observez certains dans votre secteur d'activité ou dans votre milieu professionnel ou personnel, hein? Ouais, je dirais plutôt personnel, où en fait, avec mon écosystème, les atouts des femmes, je trouve qu'il y a un engagement qui est désintéressé au maximum, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que bien souvent, on ne retrouve pas des enjeux de personnel ou d'ego, et elles sont souvent plus investies pour la cause. Je suis toujours avec un grand C. Donc voilà, donc on a, désolé messieurs, mais souvent plus de sincérité dans l'engagement, aussi une plus grande humilité, une plus grande capacité à travailler en groupe et en équipe. Et je pense que c'est justement en ce sens que on a besoin de cet apport, de cette mixité, parce que en contrepartie, peut-être que quand on a plus de facilité à travailler en équipe, on peut avoir aussi tendance à s'effacer derrière le collectif, et ça c'est un côté peut-être plus masculin, d'être en capacité justement de se mettre en position de leadership et tout ça. Donc c'est cet équilibre entre les deux qui fait que qu'on a besoin en fait de la contribution des femmes dans le débat public aussi, pour tempérer un petit peu, et puis pour porter un autre angle de vue, changer de prisme. Voilà, sinon on est toujours en fait sur la même longueur d'onde, le même niveau d'intensité, et on passe à côté de certaines choses. Je pense que nous, les femmes, on arrive à avoir une vision qui est quand même un petit peu plus vaste. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a des études qui ont été menées sur ça, hein, pour dire que la vision périphérique des femmes est beaucoup plus vaste, large, ample que celle des hommes. Alors, je sais pas, je suis pas spécialiste en la matière, mais en tout cas, si ça peut être vrai, ça veut forcément dire qu'on va pouvoir réussir à voir les choses un petit peu plus dans leur globalité et apporter cette contribution-là au projet, quel qu'il soit, quoi. Bon, on va parler un petit peu de votre parcours à vous, parce que vous avez fait déjà plein de choses. Vous êtes jeune, mais vous avez déjà 40 ans, c'est beaucoup maintenant. Très bien, très très jeune, 40 ans. Non, mais voilà, vous avez eu plusieurs vies finalement, parce que vous avez commencé le basket, forcément, j'imagine très jeune. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours? Oui, bon, j'ai commencé le sport très jeune. J'étais une petite fille hyper active. J'ai grandi dans le Gers, à Auch. Ceux qui ne situent pas le Gers, c'est dans le sud-ouest, hein, pas très loin de Toulouse. Et donc voilà, je me suis essayée à tous les sports de filles. Ah oui, ok. Vous avez fait plein de sports, pas que le basket. Non, le basket, c'est le dernier que j'ai pratiqué, que j'ai essayé, mais j'avais 10 ans. Donc j'étais quand même jeune. Ah oui, ok. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu tard, 10 ans, non, pour commencer un sport? Non, il n'y a pas vraiment d'âge. On peut dire que oui. En général, les stars commencent beaucoup plus jeunes. Mais moi, ouais, j'ai commencé à 10 ans et j'ai même arrêté après, puis repris. Donc voilà, ça a été une vraie révélation pour moi, parce que j'avais un physique. Alors je suis pas super grande, mais j'avais un physique qui était plutôt atypique, hors norme pour une jeune fille plutôt grande et athlétique. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est vraiment l'élément qui m'a permis de trouver ma place en fait et de me sentir bien. Et j'étais assez fascinée par c'est peut-être très basique, hein, mais la capacité qu'on pouvait de mettre ce ballon dans ce cercle-là, enfin de développer ces facultés, ces capacités-là. Je trouvais ça assez fascinant, quoi, de me rendre compte que j'étais capable, moi, toute jeune que j'étais, de mettre une balle dans le cercle. Ouais, de reproduire un geste très précis. Et bien sûr. Découvrir, en fait, c'est vrai que c'est ce qu'il y a d'assez extraordinaire dans le sport, c'est le fait de découvrir en fait toutes les subtilités, de découvrir, d'être jeune confronté à ce sentiment comme ça d'accomplissement, mais aussi à la pression, parce qu'assez vite je suis rentrée dans des cursus de sélection départementale, régionale, puis nationale à l'âge de 14 ans, voilà, dans l'équipe de France et tout. Ah oui, c'est allé assez vite en fait comme progression. Ouais. Et donc c'était assez fascinant, mais assez stressant, et ça nous parachute assez vite aussi dans la vraie vie, en fait, celle que l'on vit tous, avec pas mal de pression, l'obligation d'avoir des résultats, et voilà. Donc j'ai fait un parcours qui a été assez vite. J'ai intégré l'équipe de France et puis après l'INSEP, donc qui est l'Institut national. Alors ça a changé de nom à l'époque, c'était du sport et de l'éducation physique. Là, je crois que c'est de la performance, bon bref. Donc j'ai rencontré entre autres Tony Parker. On est amis donc depuis les années 97. Ah oui, alors pour la petite histoire, nous sommes actuellement là dans le bureau de Tony Parker à Lyon.
Voilà, c'est ça. Comme il est pas là, on le souhaite. Voilà, c'est ça. Donc, on vous prête son bureau, merci Tommy. Il le sait pas, mais merci. Et bon voilà. Et donc après, j'ai fait une carrière. Donc je suis sortie de l'INSEP en 99. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle que j'ai arrêtée en 2007. Voilà, donc j'ai joué à Bordeaux, en pro, à Bordeaux, à Aix-en-Provence et à Calais. À Aix-en-Provence, on a remporté la Coupe d'Europe en 2003. J'ai eu une enfance qui est quand même assez rare en cours de carrière. Hein. Quand tout va bien, nous, avec mon compagnon de l'époque, on a décidé de faire un enfant. Et puis j'ai repris après. Donc j'ai terminé ma carrière à Calais. Et quand je suis tombée enceinte une deuxième fois, là, j'ai mis un terme à ma carrière. D'accord. Puis après, et vous avez arrêté à quel âge en fait ça... Donc c'était en 97, j'avais 26 ans, parce que je suis de fin d'année. D'accord, ok. Voilà. Okay. Pas 97, pardon, 2007. Oui, après l'Eurocoupe de 2003. Oui, 2003, j'ai repris après. Oui, d'accord. Pendant 2 saisons. Oui, d'accord, très bien. Et ensuite, j'ai arrêté en 2007 définitivement au niveau professionnel. Après, j'ai continué à plus petit niveau pour le plaisir. Et puis pour la transmission aussi, parce que je trouvais que c'était sympa de pouvoir partager mon expérience avec des jeunes filles et voilà, et de vivre en fait tout simplement la communion, les émotions, le partage que l'on retrouve dans le sport et quel que soit le niveau de jeu auquel on évolue. Bien sûr. Donc voilà. là, vous avez vécu un sport passion, une activité professionnelle liée à votre passion. Et après, quand on arrête, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, c'est vrai que j'ai eu j'ai suivi des études en parallèle de commerce basique, DUT technique de commercialisation. J'avais fait des stages en entreprise et il était question que j'intègre la grande distribution au sein du groupe Carrefour. Et mon agent, parce que dans le sport, un petit peu comme dans l'artistique, on a des agents, m'a proposé de venir travailler avec lui. Je vivais à Calais, j'avais prévu de retourner vivre dans le Gers auprès de ma famille et qui est notre région d'origine avec mon mari à l'époque. Et donc mon agent vivait dans le Gers et m'a proposé de venir travailler avec lui. Donc on a géré pendant 3 ans ensemble la carrière et la vie quelque part de 150 joueuses professionnelles qui étaient réparties en France, en Europe, aux États-Unis. Donc beaucoup de voyages et puis la possibilité aussi de voir une autre facette en fait du milieu dans lequel j'avais évolué depuis pas mal d'années. De comprendre aussi d'autres ficelles qui me servent beaucoup aujourd'hui dans ma position de dirigeante de club. Donc voilà, donc j'ai travaillé à ses côtés pendant 3 ans et puis j'ai eu un besoin de m'extraire en fait de ce milieu du sport et de voir à quoi ressemblait la vraie vie. C'est ce qu'on dit dans le sport parce que c'est vrai que c'est particulier quoi. On est dans une espèce de petite bulle en quoi c'est particulier? Alors expliquez-nous. C'est particulier parce que les codes ne sont pas les mêmes quand on est à 14 ans, quand on intègre, comme j'ai pu le dire, l'équipe de France ou un sport-études. On est en même temps, il y a un niveau d'exigence dans la pratique qui est très très élevé, mais on est dans une espèce de cocon où en fait tout est pris en charge pour nous quelque part. Même pareil pour des joueuses professionnelles. Hein. C'est vrai qu'on le dit souvent pour les joueurs de foot, mais c'est valable pour tout sport professionnel. Il y a une prise en charge totale. On leur fournit un logement. Il y a des kinés, dans un groupe. Et elles font pas de démarche auprès de la sécurité sociale. Elles font pas de démarche pour trouver leur logement. Elles font pas de démarche pour payer même ne serait-ce que maintenant en plus avec la source des impôts ou faire des démarches ne serait-ce que administratives. D'accord. Donc en fait il y a une espèce de déconnexion et de décalage si on est confronté à la pression jeune, mais en même temps tout ce qui va faire qu'on devient adulte et responsable, ça intervient beaucoup plus tard. Moi, j'ai pas grandi dans un milieu sportif, donc j'ai quand même été pas mal sensibilisée par ça, par mes parents, mais pour autant, en fait, on est on peut pas suivre un cursus universitaire classique parce que on a 5 heures de pratique de sport par jour plus des matchs, des déplacements en France, en Europe 2 fois par semaine. On peut pas sortir, avoir une vie sociable comme les autres parce que on a un niveau de performance qui fait que on doit se concentrer sur notre récupération, toutes ces choses-là. Donc en fait, on vit un petit peu en parallèle. Pour autant, il y a quand même beaucoup de pression parce que les performances ou les non-performances sont commentées. Il faut être à la hauteur de tout ça. Donc
ça fait qu'on est quand même dans une espèce de petite bulle. Et ça, moi, j'avais besoin de m'extraire de ça parce que en travaillant en tant qu'agent après, on vit cette pression-là, même si on n'est pas par procuration vis-à-vis des joueurs. Ouais. Donc voilà, donc j'ai fait un bilan de compétences et j'ai atterri par ricochet suite à des stages en entreprise dans une agence immobilière, et puis là je me suis reconvertie. Changement total là. Le shift total. Et j'ai fait de l'immobilier pendant 5 ans. Et ça a été facile de ce changement? Vous l'avez vécu comment? C'est quoi Super bien. Ouais, parce que ça a été pour moi l'occasion de me rendre compte, moi qui complexais par rapport à mon manque de bagage universitaire, le fait de pas avoir forcément préparé comme je l'aurais voulu la vie d'après. Je me suis rendu compte en fait que toutes les qualités, le savoir-être et les compétences que l'on acquiert au travers du sport de haut niveau sont une vraie formation et permettent à la vie et sont complètement transposables dans le monde normal plus classique. Et donc, bien qu'il ait fallu apprendre les spécificités, le langage technique en fait qui soit juridique ou autre de l'immobilier, j'ai pu, grâce à mon cursus de sportif de haut niveau, me rendre compte au combien cette capacité à aller de l'avant, à gérer justement la pression, il y avait des similitudes qui permettaient d'avancer. Et donc c'était assez et puis c'est super parce que moi j'adorais ce métier, j'étais au contact des gens pour des projets qui étaient très importants, dans l'intimité en fait de ces projets-là, et tout ça fait de vendre une maison ou d'en acquérir, il y a toujours plein d'histoires derrière, et donc je trouvais que c'était l'approche même psychologique du métier était super intéressante. Alors vous faites ça pendant 5 ans, et puis là un jour vous recevez un coup de fil. Ouais, alors c'est marrant parce qu'on dit je recevais un coup de fil, mais on était toujours ça c'est la manière dont on raconte. Oui, c'est ça. C'est le mythe. Ouais, c'est le mythe. Mais bon, ce qui est vrai, hein, mais je reçois le coup de fil de Tony, mais on s'était parlé une semaine avant. Hein. Je veux dire, on était toujours en contact, on se voyait régulièrement pour nos vacances l'été. Et donc voilà, je savais qu'il avait déjà repris le club des garçons ici à Villeurbanne, et je savais que dans les projets il souhaitait, on avait quand même plus ou moins parlé de la reprise d'un club de filles, mais bon, je ne maîtrisais pas en fait le timing, je savais pas s'il allait me demander de faire partie vraiment de l'aventure ou pas, et donc il m'appelle et il me dit que les choses avancent, il est en train de reprendre un club de filles à Lyon et qu'il souhaiterait que je sois sa présidente déléguée. À l'époque, il était toujours en activité lui aux États-Unis. D'accord. Avec sa centaine de matchs à jouer par an. Et alors, est-ce qu'il faut une femme pour l'idée à un club féminin de basket? Non, parce que avant moi il y avait pas de femmes en ligue féminine précédente, donc d'accord. Donc c'était une nouveauté. Ouais, c'était une nouveauté. Enfin, on en avait eu peut-être, mais ouais, bref, il y avait pas vraiment de projet. Ça, c'est une question qu'il faudrait lui poser parce que mais pour lui c'était une évidence. D'accord. Pour lui c'était une évidence, de la même manière que c'était une évidence qu'il fallait un club féminin de haut niveau. Cependant là, au club, parce qu'il avait dans les tuyaux aussi l'ouverture de l'académie qui allait être mixte, et qu'il fallait pouvoir offrir des sources d'inspiration aussi aux jeunes filles qui allaient être en formation. Donc pour lui c'était une évidence. Peut-être expliquer juste pour les gens qui nous regardent, qui connaissent pas, c'est vrai que Tony Parker est venu s'investir, et ça a été vraiment un gros changement, en tout cas sur le plan lyonnais, parce que c'était une vraie montée en puissance, une volonté en tous les cas de faire émerger très fortement à la fois le club féminin et masculin de basket. Hein. Oui. Il y a une très grande tradition de basket dans le territoire, surtout à Lasvel, un club historique, le club français le plus titré. Donc le projet, c'est, pour lui de venir ici, c'était justement de pouvoir perpétuer cette tradition-là. Et il y a eu une tradition de basket féminin, mais beaucoup moins marqué, voilà. Et donc c'est avec cette envie justement de pouvoir dans quelques années se dire que l'équipe féminine aussi aura un palmarès qui fera rêver les prochaines générations.
Alors ça fait 4 ans que vous présidez ce club, et depuis c'est visiblement marqué quand même de beaucoup de succès au niveau au moins des résultats sportifs, j'ai l'impression. Oui. Bah, c'est vrai qu'on a repris un club qui était en péril à tous les niveaux, sportif, donc qui évoluait déjà en première division, d'accord, mais qui était à 2 doigts de la relégation, 2 doigts aussi de la faillite, il faut le dire, et donc on a à relever le challenge, de recréer un projet. Déjà, Tony a investi beaucoup d'argent personnel. Je le dis quand même parce que les gens disent oui, souvent il est riche et tout ça. N'empêche que c'est son argent personnel à chaque fois qu'il investit et qui n'est pas obligé de faire. Oui, c'est ça, c'est sa volonté. Je connais pas beaucoup de sportifs qui le font en général quand ils sont retraités, qu'ils ont bien gagné leur vie, ils en profitent. Surtout quand on est parti faire une carrière brillantissime aux États-Unis, c'est vrai que là il revient, il investit chez lui en France. Et donc très très engagé, et il a fait le choix de donner les moyens pour qu'on puisse impulser une nouvelle dynamique. Ça c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas juste pour les mots. Non, mais je vais pas donner de chiffres. Non, mais c'est pas comprendre. Mais effectivement, sans son intervention directe, et Nicolas Batum aussi, donc il y a un autre basketteur qui joue lui encore en NBA et qui accompagne Tony dans tous ses projets, un basketteur français qui joue en équipe de France. On a quand même de la chance d'avoir des hommes qui sont quand même formidables et d'une générosité et qui ont envie de pousser les femmes là du coup. Qui ont vraiment envie de pousser les femmes, sont des vraies féministes pour le coup. Donc voilà, sans leur intervention directe, donc de clairement faire des chèques pour apurer la situation, le club aurait coulé. Sans leur intervention directe, de refaire un chèque pour donner les moyens de recruter des joueuses qui allaient nous permettre d'enclencher cette dynamique sportive. Je suis pas sûr qu'on aurait réussi en 2 ans à être champion de France, donc ce qui a été le cas. On est passé de la dernière place du championnat à la première en l'espace de 2 ans, en avance sur nos objectifs. Et c'est vrai que depuis, entre-temps, il y a eu la crise Covid qui a quand même pas mal, qui a mis un coup d'arrêt à notre saison l'année dernière, alors qu'on était en passe on était premier sur tous les tableaux, donc de faire ce doublé. Et cette année, ça a été un petit peu plus compliqué, mais on a quand même eu un beau parcours en Euroleague, donc qui est l'équivalent de la Champions League du foot, par le parallèle. On a été jusqu'au quart de finale, ce qui est dans le top 8 des meilleures équipes européennes, et on a malheureusement perdu de quelques points en demi-finale du championnat de France cette année, donc on n'a pas eu de titre. Mais c'est que partie remise pour l'année prochaine. Exactement. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on a, comme on le dit, en 4 ans, on a une ascension fulgurante, donc c'est normal aussi d'avoir notre petite crise de croissance et qui remet aussi bien les idées. On remet de l'ordre et puis on stabilise. Ça nous permet de consolider, mais pour autant les ambitions sont toujours là pour les saisons à venir. Moi, je me pose la question que je pose d'ailleurs à toutes mes invités, mais c'est quoi une journée type de la présidente de l'ASVEL féminin? Est-ce qu'il y a une journée type et à quoi elle ressemble? Parce que j'imagine que c'est rythmé. C'est jamais la même. C'est jamais la même. Déjà, j'essaie de me lever tôt pour faire du sport parce que sinon j'ai pas le temps. Pratique, voilà. Pas tôt, pas super tôt, mais bon voilà, 6h15, j'essaie de me mettre. Après c'est la vie d'une maman, on réveille les enfants, on s'assure que le timing est bon pour l'école. Même si ils sont grands, ils vont à l'école seuls, donc ça c'est pratique. Ils sont autonomes. Et puis après, ça dépend des rendez-vous, ça dépend des moments de la saison, s'il y a match ou pas, s'il y a des déplacements ou pas. Il y a un match, c'est quoi le rythme? Il y en a combien par semaine? Alors ça dépend, c'est une semaine sur 2 à domicile, mais la semaine c'est un match de Coupe d'Europe et le week-end un match de championnat de France, donc il se peut parfois qu'on ait 2 matchs par semaine à organiser à domicile, ou 2 déménagements, deux déplacements. J'ai toujours du mal à dire ça parce qu'il y a ça aussi entre des moments comme ceux-là, des sollicitations, parce que j'ai un volet justement représentation qui est assez important. Donc il y a des partenaires, il y a des partenaires, il y a des médias. Il y a des rendez-vous avec des collectivités, avec nos responsables politiques, avec des échéances en ce moment. Là, on est en clôture comptable et des échéances à assurer avec le contrôle de gestion de la fédération pour construire le budget de l'année prochaine. Vous vous déplacez systématiquement pour tous les matchs, par exemple? Non, moi non. On a une structure, il y a une directrice sportive, comme je disais, un entraîneur, 2 assistants.
Donc j'essaie de faire en sorte en fait de pas trop polluer le secteur sportif. Je trouve que c'est important de respecter l'espace de chacun. Donc moi je suis là en général en soutien. Je fais des déplacements pour les phases finales. D'accord. Et puis de temps en temps, voilà, pour pouvoir être aussi au cœur enfin voilà, d'être proche aussi du sportif. Si on veut voir l'équipe jouer, on la voit où? Dites-nous. Alors, quand l'équipe veut bien diffuser donc sur la TNT, sur l'équipe 21, et sinon on a la chaîne YouTube de la fédération sur laquelle nous on produit nous-mêmes. Alors je dis, est-ce qu'on nous demande s'il y a des droits télé? Non, on a non seulement pas des droits télé, mais on paye la production de nos matchs pour les mettre en accès libre sur la chaîne YouTube de la Ligue féminine. Et pour y assister en direct, vous jouez où? On joue à la salle Madoukoné dans le 8e arrondissement. C'est une salle qui se situe juste derrière la Maison de la Danse. D'accord. Voilà, mitoyenne avec le centre Santi qui est bien connu. Donc là, les prochains rendez-vous, c'est quoi là, si on veut se remettre dans? C'est la rentrée maintenant. Ouais. Début octobre, on reprend la compétition. Là, les filles sont en préparation avec leurs équipes nationales parce qu'on a des filles de différentes nationalités. Donc, les Françaises, Serbes, Belges préparent le championnat d'Europe des nations qui va avoir lieu bientôt. Et puis, normalement, après les Jeux Olympiques, s'ils veulent bien se tenir, et nous, on les récupérera donc fin août pour préparer la saison d'après. Ok, donc on se donne rendez-vous à la rentrée pour aller encourager l'équipe des filles. Avec grand plaisir, si on a le bonheur de pouvoir accueillir du public. On espère. Aujourd'hui, c'est le 9 juin, c'est le jour de la réouverture des salles au sport. Donc symboliquement, on est bien c'est taillé. Ça, on est aligné. Et alors, c'est quoi la meilleure façon de joindre Marie-Sophie Obama dans la journée? Comment vous êtes plutôt quoi? Vous êtes plutôt SMS? Vous êtes plutôt mail? Je suis plutôt submergée. C'est difficile parce qu'en fait je reçois énormément de messages et d'appels, donc ça a tendance à s'empiler et parfois je le dis parce que je sais pas s'il y a des gens qui regardent avec lesquels je suis en contact, mais je suis pas toujours très réactive. SMS, c'est la meilleure formule. C'est la meilleure formule pour que je puisse répondre parce que je finis toujours par redescendre le fil de mes messages. Les mails, c'est compliqué. Et puis alors après, les phénomènes nouveaux, c'est justement les sollicitations sur les messageries privées, LinkedIn, Insta, plutôt Twitter, parce que j'ai coupé mon compte Twitter, là, je pouvais plus. Mais Facebook, la profusion et les différents canaux qui sont difficiles à gérer, mais en général, j'essaie quand même de répondre le plus possible à tout le monde. Bon, on parle un peu de la place des femmes dans le secteur, dans votre secteur d'activité. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça évolue? Je parle d'une part du côté sportif de haut niveau, c'est-à-dire que pendant longtemps, finalement, les équipes féminines, elles avaient quand même moins d'aura que les équipes masculines. On en a beaucoup parlé quand c'était l'accueil de foot, de la Coupe du Monde de foot. Est-ce que ça change? Et puis dans le milieu du marketing sportif, j'appelle ça comme ça, mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut l'appeler, mais en tous les cas, vous êtes un petit peu, pour l'instant, l'une des rares patronnes de gros clubs sportifs. Est-ce que c'est pareil? Ça change? Comment on peut insuffler une dynamique? C'est tout à fait le geste. Est-ce qu'on a des rames ou pas? C'est évidemment très compliqué. C'est compliqué déjà de faire en sorte que la pratique féminine soit valorisée et considérée de la même manière que celle des hommes. Vous voyez déjà, vous prenez chose que je ne fais plus, mais acheter l'équipe, et puis je pense qu'il faut tourner quand même pas mal de pages pour voir des résultats sportifs d'équipes ou d'athlètes féminines. Donc ça veut dire qu'il faut se battre à tous les niveaux, et c'est vraiment un combat en fait. Il n'y a pas d'autres mots. Encore plus là dans ces temps de crise où les modèles économiques des clubs de sport sont vraiment menacés et où on a tendance à forcément gommer la ligne qui paraît la plus facile ou la moins bankable, en fait, la plus facile à gommer. Donc il faut vraiment, en fait, c'est l'illustration, je pense, du combat pour l'égalité que l'on peut retrouver dans d'autres secteurs d'activité, dans nos sociétés en général. C'est-à-dire, elle prend aussi tout à fait son ampleur dans le milieu du sport.
Est-ce que vous avez du coup des idées comment Moi, je pense qu'en fait, la question, c'est de savoir. Moi, je raisonne en fait en mode entreprise. Ouais. C'est comme si on fabriquait des stylos. Ouais. Se dire comment on peut rencontrer notre public, comment on peut rencontrer notre succès, et comment on peut de ce fait inventer un modèle économique qui se tienne. Et parce que dans notre monde, pas de raison, il y a de la place pour tout le monde. Donc, je pense que moi, c'est une question aussi de se responsabiliser, de trouver les bons rails. Et je pense que en fait, les performances des femmes on doit y agréger d'autres choses, d'autres actions. Moi, je crois beaucoup que, comme je l'ai vécu, en fait, donc c'est peut-être ce qui me permet de rêver à ça. Mais je pense que notre société a vraiment besoin de ce vecteur sport dans toutes ses composantes, que ce soit un partenaire public parce que il doit parler d'égalité des chances, de santé publique, d'insertion, de toutes ces choses-là. Un partenaire privé parce que dans le management de ses équipes, il a besoin justement de ces valeurs de collectif, de cette culture du challenge, de cette gestion des échecs, et donc par l'illustration même que l'on peut faire des parcours sportifs. Nous, on partage ça. On a créé des modules de formation qui permettent de partager ça au sein des entreprises. Je pense qu'il faut qu'on réinvente en fait d'autres piliers, qu'on réinvente le métier d'un club de sport professionnel. Aujourd'hui, un club de sport professionnel, c'est de l'événementiel sportif essentiellement, de la performance, des droits télé traditionnellement, mais nous on n'en a pas, comme je l'ai dit, des droits de transfert, mais nous on n'en a pas parce que voilà. Donc de l'accueil du public, d'avoir des grandes salles qui permettent vraiment d'avoir des jauges qui sont une vraie composante en fait de l'équilibre économique de l'entreprise. Je dis ça parce que ce sont vraiment des entreprises. Nous, on n'a pas ça. On a une petite salle. On fait en sorte de rester abordable pour que le plus grand public puisse venir nous voir. Il y a une grande proximité. Vous venez à la salle Mado Bonnet, le public est au bord du terrain, à 2 mètres des joueuses. Il y a beaucoup comme ça d'échanges, et on tient à garder ce côté-là vraiment de proximité. Donc on n'a pas ces leviers-là, mais je pense qu'on peut créer un modèle économique vertueux autour justement de l'impact en fait que l'on peut avoir, qui soit social auprès des entreprises, et faire avancer ces questions-là de qu'est-ce que c'est que l'égalité, mais l'égalité pas dans le côté militant où on se dira non on peut pas, c'est de se dire regardez à quel point on gagne tous à mettre une bonne petite dose de mixité dans tout en fait, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, quelles leçons vous pouvez tirer vous de votre expérience de patronne de club? Est-ce que ça a été difficile cette prise de fonction, puisque là vous avez été recatapulté finalement dans un autre univers, encore une autre partie du métier? Quelles expériences vous en retirez? Quels conseils vous pouvez peut-être donner aux Lyonnes qui nous écoutent? Alors ça a été très difficile parce que quand Tony m'a appelé, c'est vrai qu'on est passé un peu rapidement sur ça tout à l'heure, mais quand il m'a appelé, je connaissais pas du tout le monde de alors si j'étais modeste agent, j'avais ma petite compta à moi, et encore je donnais mes factures au comptable, je m'intéressais pas trop à la chose, donc tous les aspects de gestion d'entreprise, de management même des équipes, le marketing aussi, comment on se positionne, qu'est-ce que l'on crée, la création d'un projet en fait qui soit sportif ou autre, toutes ces choses-là étaient méconnues. Quand il m'a proposé ça, donc moi je vivais, comme je l'ai dit je l'ai dit, mais dans le Gers, et donc Gaëtan Muller, qui est un ami d'enfance, qui avait déjà été repris avec lui le club des garçons depuis quelques années. Oui, président du club de l'Asvel des garçons. Voilà, lui, j'ai pu m'entretenir avec lui, regarder ce qu'il faisait, et quand je regardais les vidéos, ses interventions, je me disais mais je serais jamais capable en fait de faire ça, donc c'était alors atroce. On revient encore à ça, voilà. Vous ne vous sentiez pas légitime ou pas capable de... Pas capable, j'avais évidemment pas les compétences, tout était à zéro, quoi, l'estimomètre personnel était à zéro. Mais voilà, je me suis dit, et ça c'est vrai que le sport permet ça, je me suis dit ok, t'as peur, tu vas pas être capable, mais tu vas t'en sortir en fait, et fais ce pas en avant et tu verras bien. Oui.
Et avec des gens qui vous faisaient confiance finalement. Et donc nourris-toi justement de la confiance que te témoigne Tony. S'il te le propose, c'est que lui il y croit, étant sans capable, et donc vas-y quoi. Et donc ces premiers pas, ça se passe comment? Vous jetez à l'eau, vous avez osé? Donc j'ai osé, j'ai débarqué à Lyon, je connaissais pas du tout, je connaissais personne, et puis en fait j'ai pris mon bâton de pèlerin, et puis je suis à la rencontre des gens, expliquer ce que l'on souhaitait faire, me nourrir aussi beaucoup de l'histoire et du club et de la ville en fait, qui est tellement riche. Je trouve qu'il y a une culture, et puis je pense que ça fait écho aussi moi à mes racines. Il y a beaucoup d'authenticité. Ici, on est de régions très gastronomiques, donc je pense qu'on se parle autour de. Il y a quand même pas mal de rendez-vous à l'apéro, ça crée des liens. Et puis voilà, de prendre les challenges les uns après les autres, d'essayer de comprendre, d'oser dire quand je ne comprenais pas ou que je ne savais pas. De m'entourer des personnes qui eux étaient peut-être plus spécialistes, et d'essayer de faire confiance, et surtout de pas placer. Enfin voilà, moi je suis depuis 4 ans ici sans enjeu personnel. Ce qui me porte et ce qui m'importe, c'est justement le projet, la cause, et ce que l'on peut apporter, et la contribution que l'on peut apporter surtout au territoire, parce que l'enjeu c'est ça, c'est de se dire à quoi on sert et qu'est-ce que l'on peut apporter au territoire lyonnais assez vaste, puisqu'on est le seul club de basket féminin professionnel de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a un rayonnement qui est quand même assez important, et sur le public basket et basket féminin, et sur l'écosystème au sens plus large. Donc voilà, je pense que c'est comme dans Les Bronzés, on dit j'y vais mais j'ai peur. Moi c'est ça, j'ai tout le temps peur. Les premières sollicitations c'était atroce, les premières prises de parole en public j'avais envie de mourir. Mais je me dis voilà, on y va quoi. Il faut le faire, et on le fait pas pour soi en fait. C'est une question aussi, la vraie générosité c'est celle-là, de se mettre aussi peut-être soit en retrait et au service en fait des autres quoi. Et vous avez voulu aller plus loin, parce que finalement en plus de tout ça, vous avez créé une autre association qui s'appelle les Lumineuses. Racontez-nous un petit peu, parce que là l'idée c'est d'accompagner les femmes aussi, de leur donner la parole. Complètement. Alors l'association qui a été créée avec Nathalie Pradine, qui est actionnaire du club, de l'Asvel féminin depuis membre fondateur, l'idée c'était justement ça, de se dire que nous on rencontre ces difficultés à notre échelle au niveau du basket féminin, parce que en termes de développement économique, les gens nous disent bon ok c'est gentil le sport féminin, mais bon voilà X truc. Donc il a fallu vraiment ramer, et on s'est rendu compte que dans le milieu artistique c'était la même chose. On s'est rendu compte qu'on le savait, milieu entrepreneurial aussi, associatif, politique ou autre, et on s'est dit qu'il fallait je suis pas sûre, mais je crois que c'était au même moment que MeToo, Balance son plan, je sais plus. On se dit qu'il fallait dénoncer en fait les discriminations, l'inacceptable, c'était important, mais il fallait aussi dénoncer, si je peux le dire, ce qui se fait, les initiatives positives, et qu'elles puissent, comme le Café des Lyonnes, elles puissent servir aussi de source d'inspiration et de mise en lumière de ce qui se fait déjà et qui est déjà positif et qui doit être encouragé. Et donc l'idée c'était de faire la bringue, donc de créer un festival qui célèbre en fait cette performance, et par performance on n'entend pas forcément réussite, mais c'est la performance au quotidien, ces petites choses qui font que c'est l'action en fait. C'est l'action, voilà, des femmes dans toutes ses composantes. Donc voilà, il y a de l'économique, il y a de l'associatif, il y a du culturel, il y a du gastronomique, l'artistique et du sportif, et sans fin. Donc là, on a fait une première édition en 2018 qui s'est étalée sur 3 jours, et puis l'année d'après, en 2019, on a été on a fait par une semaine, parce qu'on a plein d'initiatives qui nous ont rejoints, et oui, ça a pris de l'ampleur, voilà, ça a pris de l'ampleur, et donc l'idée c'est ça en fait, de servir de caisse de résonance, c'est vraiment et de contribuer finalement à donner de la place aux femmes dans l'espace public. C'est vraiment voilà, on est sur la même ligne finalement. Complètement. Ouais. C'est exactement ça. On va peut-être organiser quelque chose avec les Lyonnes. C'est sûr. Par exemple, typiquement, prochaine édition, là, on attend de voir comment les choses vont évoluer, mais la prochaine édition des Lumineuses, il faudra qu'il y ait un événement des Lyonnes, quoi. Avec les Lyonnes. Voilà. C'est fabuleux. Écoutez, merci beaucoup. Merci, le temps passe très très vite. Oui. On a beaucoup discuté. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez pris des conseils, des idées.
Et puis, on continuera à échanger avec Marie-Sophie Obama, j'en suis certaine, dans les prochains mois, pour parler du milieu sportif, mais aussi pour parler d'autres thématiques. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous. N'hésitez pas à poser vos questions ou nous écrire soit sur l'équipe-des-lyonnes@gmail.com, soit en rejoignant le groupe sur LinkedIn, l'équipe des Lyonnes. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 9h. Nous aurons le plaisir de recevoir une maire locale qui s'appelle Véronique Sarcelli pour parler évidemment de sujets de la politique et de l'engagement des femmes en politique. Voilà. Merci encore et on vous souhaite une bonne journée et on espère que vous avez eu un bon café. Bonne journée. Merci Marie-Sophie. Au revoir.